vous propose de patienter quelques petites secondes, le temps qu'il soit réellement 11h30. Et puis nous démarrons ce live consacré au sujet de la performance en prise de parole en public. Donc, tout un programme. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes aussi dans les starting blocks. Je vais faire pas mal d'analogies avec le monde du sport. Donc, la formule me paraît tout à fait adéquate. Et affûtez vos doigts et préparez de quoi intervenir dans le chat parce que je vais le redire, mais je vous le dis déjà là. Il est 11h30, donc on va démarrer. On va démarrer donc ce nouveau live d'une série de 3 sur, en attendant la suite, sur la prise de parole en public et plus particulièrement le sujet de la performance en prise de parole. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je me rends compte que trop souvent, les personnes considèrent une espèce de fatalité sur la prise de parole, c'est-à-dire, alors je vois que quelqu'un n'a pas le son. Est-ce que les autres ont le son? Oui, c'est bon. Ok. Merci pour ceux qui sont interactifs et ceux qui sont présents dans le chat. Donc, comme je le disais, le sujet de la performance en prise de parole me paraît important parce que trop souvent, j'ai l'impression que les personnes considèrent qu'il y a une espèce de fatalité sur le sujet de la prise de parole. Donc, il y a ceux qui sont bons. Alors, en général, c'est les autres, c'est jamais soi-même. Et puis, il y a soi, où on fait comme on peut. Et souvent, d'ailleurs, certains développent, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, certains développent des stratégies d'évitement pour éviter de se confronter à la prise de parole. Donc, ce sujet de la performance en prise de parole me paraît vraiment essentiel, d'où ma proposition pour le live d'aujourd'hui. Je m'appelle Sophie Baker et je fais ce métier d'accompagnement sur les situations de prise de parole en public et sur l'impact en prise de parole. Je fais ce métier depuis maintenant une douzaine d'années. J'accompagne des managers, des dirigeants, des élus sur justement toutes ces situations dans lesquelles vous devez gagner en impact parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et je fais ce métier. Avant, j'étais journaliste en radio et je vous expliquerai tout à l'heure peut-être quelle passerelle il y a entre ces deux métiers. En fait, je m'étais rendu compte que justement, quand j'interviewais mes interlocuteurs, eh bien, leur prise de parole, elle était éparpillée. Et je me suis dit, mais comment faire pour que ça soit moins éparpillé, plus efficace, plus impactant d'emblée. Et c'est ainsi donc que je me suis lancée dans ce nouveau métier sur l'accompagnement en coach et en formation sur la prise de parole. Je voudrais ce chat le plus interactif possible, pour autant qu'on puisse interagir, enfin ce live interactif, pour autant qu'on puisse interagir avec le chat, parce que vous n'avez pas la possibilité de prendre le micro. Mais je vais vous proposer d'ici 12h15, donc le moment d'arrivée de notre live, je vais vous proposer 3 moments d'interaction. Et c'est vraiment pour moi important que vous vous exprimiez dans le chat pour que vous disiez qu'est-ce que c'est que pour vous la performance en prise de parole. En quoi vous vous sentez empêché ou en quoi vous trouvez que vous réussissez les prises de parole. En fait, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce live? Qu'est-ce qui vous intéresse? Plus nous interagirons, plus je pourrai répondre au plus près de vos besoins, de vos attentes, de vos questions, de vos interrogations. Bien sûr, vous pourrez aussi nous pourrons poursuivre cette interaction après ce live. Vous pouvez me contacter via mon site web, vous tapez mon nom, Sophie Baker, sur Google, vous trouvez facilement. Et puis, vous pouvez aussi utiliser sur l'écran tel qu'il se présente à vous, en haut de l'écran, vous avez un cliquer ici qui est le moyen de prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez. Vous atterrissez en cliquant ici, vous atterrissez sur un agenda partagé. Et vous pouvez ainsi prendre rendez-vous avec nous, ce qui nous permettra de poursuivre cette discussion ensemble. Alors, je vois déjà que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit le stress du regard de l'auditoire. Alors, je vais le prendre autrement, si vous voulez bien. Et je vais vous proposer cette première question, qui est la suivante. Quelle est votre prochaine prise de parole que vous ne pouvez pas rater? Je voudrais, si
quelques-uns d'entre vous au moins, moi je connais les situations dans lesquelles vous ne pouvez pas louper. Alors, l'oral d'un examen, ouais, je prends. Alors, je vais continuer avec, alors je les prends au hasard. Ah là là, alors du coup, ça va vite là. Grand oral, qu'est-ce que j'ai vu? Les revues de direction. Tiens, je vais m'arrêter sur la personne qui a dit les revues de direction. Et je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce qui se passait? Attends, écoutez-moi bien, hein, chacun. C'est la prochaine question. Donc, quelle est votre prochaine prise de parole que vous ne pouvez pas rater? Et l'autre question, c'est en quoi cette réussite va changer votre vie? En quoi le fait de réussir votre prise de parole, avec l'impact que vous souhaitez, en quoi ça va changer votre vie? Parce que moi, je prétends que ça va jusqu'à effectivement changer la vie. Alors, gagner en confiance, donner de la confiance en soi, ok. Mais je voudrais que vous alliez encore plus loin dans cette réflexion. Diplôme à la clé, nouvelle vie professionnelle pleine d'opportunités, dit Marjorie. Oui, c'est-à-dire que le fait de réussir, ça va changer votre vie. Alors en tout ou partie, hein, gagner de la crédibilité. Ok, alors je prends gagner de la crédibilité. Qu'est-ce que ça change à votre vie que vous gagnez en crédibilité? Qu'est-ce que ça change à votre vie que vous gagnez en crédibilité? Ah ah, on est entendu, oui. Qu'est-ce que ça change à votre vie que vous gagnez en crédibilité? C'est plus facile d'être force de proposition, se sent plus légitime. Qu'est-ce que ça change à votre vie de gagner en crédibilité? La personne, c'était marqué Gendin, je crois, a toujours pas répondu. Qu'est-ce que ça change à votre vie de gagner en crédibilité? Eh bien, vous allez pouvoir obtenir des résultats. Gagner en crédibilité, confiance en soi. Oui, mais au-delà, moi, ce que je voudrais que vous voyiez, toutes vos réponses, elles sont bonnes là. C'est super parce que vous interagissez beaucoup et bravo, et je suis contente. Ça veut dire que vous êtes un petit peu là. Moi, ce que je voudrais que vous voyiez tous, OK pour résultat, dit Cyril. Ouais, OK pour résultat. C'est-à-dire que au-delà de se sentir mieux, de se sentir en confiance, d'être moins stressé, hein, c'était le premier message dans le chat, c'est la question du stress. Donc au-delà de ça, ce qui est important pour moi ici, hein, dans ce live en particulier, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est au-delà de la confiance, de la satisfaction, c'est le résultat. Oui, c'est de la réussite, c'est du résultat. La performance, c'est de la réussite. Et ce que j'aime bien dire, c'est que la prise de parole en public, c'est un levier d'action. C'est-à-dire que moi, dans mes accompagnements, le sujet, c'est pas tellement que vous vous sentez mieux, que vous vous sentiez à l'aise, que vous ayez confiance en vous, même si tout ça, ce sont des acquis, des choses qu'on obtient dans l'accompagnement. Pour moi, ce qui est important, c'est votre réussite. C'est-à-dire que vous obteniez ce que vous voulez à l'issue de la prise de parole. Le sujet, c'est pas la prise de parole. Le sujet, c'est l'issue de la prise de parole. C'est qu'est-ce qui se passe après la prise de parole. Alors, il y a des situations qui sont très concrètes. Certaines ont été évoquées. C'est un jury de concours, ok, je gagne, je suis admise, hein. J'obtiens les diplômes, comme le disait quelqu'un. Je réussis mon entretien d'embauche. Je défends l'appel d'offres sur lequel je bosse depuis 6 mois avec mes collègues et nous gagnons l'appel d'offres. Ok, ça, ce sont des situations très concrètes. Un petit peu moins concrètes, mais tout aussi importantes de mon point de vue. Imaginez votre prise de poste. Imaginez votre prise de poste et vous devez faire le premier discours de prise de poste. Okay. Vous avez en face de vous tous les nouveaux collaborateurs, le conseil d'administration, le CODIR, le COMEX, enfin tout ce que vous voulez. Okay. Vous devez réussir. Pourquoi vous devez réussir? Parce que derrière, c'est votre capacité à agir qui se joue. Autrement dit, ce que je veux aussi vous dire ici, c'est que la prise de parole, c'est un levier d'action pour pouvoir agir, pour faire en sorte qu'ils adhèrent, qu'ils vous suivent, qu'ils fassent ce que vous proposez. Et je vais même monter encore la barre d'un cran, parce que j'aime bien monter les barres. Voilà. On met une petite image pour soutenir ça. Remonter la barre d'un cran et vous dire que
Quand vous prenez la parole, en fait, vous travaillez sur votre image, sur votre notoriété. Et qu'est-ce que ça fait de gagner en image, de gagner en notoriété? C'est pas, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Ça, on s'en fiche. Gagner en image et gagner en autorité, ça vous donne des leviers d'action. C'est-à-dire que plus vous avez une image positive, plus on va adhérer, plus on va vous suivre, plus vous êtes crédible et plus on va vous faire, plus on va vous faire, heu, plus vous êtes crédible, plus on va vous donner crédit. Oui, alors il y a la dimension de leadership. J'essaye de suivre d'un œil ce qui se joue sur le chat. On entend souvent gagner en confiance. Comment vous gagnez en confiance? On va voir comment faire tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la confiance, au-delà de la confiance, il y a le sujet de réussir. Il y a le sujet de la performance. Voilà. On est écouté, effectivement, il y a la dimension du leadership. Donc, je voudrais que, même si tous ces sujets, le stress, la confiance, l'aisance, tout ce qui vous concerne vous, finalement, pendant que vous prenez la parole, tous ces sujets-là, ils sont importants. Mais au-delà de ça, il y a le sujet de la performance, de la réussite. Donc ça, c'est vraiment mon premier message. Mon deuxième message, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce niveau de performance. Là, je vous ai montré une image, je vous montre une image d'un quelqu'un qui a l'air très affûté. Il arrive à passer la barre assez haut, manifestement, il a un corps d'athlète, bon, il me paraît, très, affûté. C'est peut-être un sportif professionnel, j'en sais rien. Ce qui est important aussi pour moi de vous dire, enfin de nous considérions ensemble, c'est que, c'est chacun sa performance. Pour ça, je vais vous montrer une autre image. C'est celle-ci. En course à pied, je ne sais pas si vous en faites, certains d'entre vous font de la course à pied. En course à pied, on a l'habitude de dire c'est chacun sa course. C'est chacun sa performance, à hauteur de ce qu'il est et à hauteur de ses besoins. C'est-à-dire que pour certains, courir un 10 km en 50 minutes, c'est juste formidable. Ils sont très contents de courir le 10 km le 10 km qu'est-ce que j'ai dit? 10 km en 50 minutes. C'est déjà un bon rythme, hein. Il y en a qui sont très déçus quand ils courent le 10 km en 50 minutes, parce que pour eux, c'est une contre-performance. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est chacun sa performance en fonction de l'endroit où il se trouve et de l'objectif de réussite qu'il veut atteindre. Parmi vous, sans doute ici, personne n'a besoin de devenir un conférencier professionnel. Ou si il y en a parmi vous qui veulent devenir conférencier professionnel, eh bien, dans ce cas-là, on en rediscutera ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas en train de faire de vous un performeur au sens un one-man show, un one-woman show. Mais en revanche, dans vos performances, dans vos enjeux de réussite au quotidien, réussir l'entretien d'embauche, réussir la présentation avec slide, avec tout le codir, le board, le CIO, tout ce que vous voulez, toutes les huiles, les pontes de votre entreprise. Okay, toute cette situation du quotidien dans lesquelles vous devez réussir. Pourquoi? Pour vous et puis aussi souvent pour vos équipes. Donc les analogies sportives, elles sont très nombreuses pour moi. D'abord, il y a le sujet de la motivation. Autrement dit, à quel point êtes-vous motivé pour réussir votre prise de parole? Est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que vous y mettez non seulement des enjeux de résultats, hein, donc il y a la dimension d'enjeu aussi, comme au sport, il y a la dimension d'enjeu. Est-ce que vous êtes motivé pour l'enjeu de résultat, mais est-ce que aussi vous êtes motivé par rapport à la fierté de vous-même, hein, une fierté de dire, une fierté de prendre sa place, une fierté de prendre son rôle? Donc, analogie avec le sport, motivation, enjeu. Après, il y a aussi l'engagement. C'est un point très important, la question de l'engagement. Engagement au sens où je donne le meilleur de moi-même. Je donne tout ce que je peux. J'ai l'habitude de dire, entre autres choses, parce qu'il y a des sujets qui reviennent, j'ai l'habitude de dire, la prise de parole, c'est jamais confortable. C'est toujours un engagement. Et la prise de parole, j'ai l'habitude aussi de dire, c'est un sport complet. C'est-à-dire que j'engage mon intellect,
mon psychisme et mon physique, y compris quand je suis assise dans mon salon, comme je le suis ici aujourd'hui face à vous, eh bien, je m'engage physiquement, c'est-à-dire que je suis dedans mon récit, je suis dans la partie, je suis sur le ring, pour prendre une autre métaphore sportive. Donc, on a résolument, alors je vois des questions qui défilent dans le chat, donc on y reviendra. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants de manière plus formelle. Mais merci d'intervenir. Donc, les analogies avec le sport, la motivation, l'enjeu, l'engagement. Ok, donc vous pouvez vous poser la question, à quel niveau je suis motivée? Ça compte pour moi, oui ou non? Ça compte pour mes équipes, là que j'y arrive, oui ou non? Quel est l'enjeu pour moi de réussite? Je peux me planter ou pas? J'ai le droit de me planter? Je peux me vautrer ou je ne peux pas me vautrer là où c'est pas possible que je me plante? Donc je vais donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est l'enjeu. L'engagement, je m'engage dans la partie. Je tiens ma place. Je joue mon rôle. Hein, je prends toute ma place. Et puis, il y a deux autres sujets qui en découlent. Il y a le sujet de l'entraînement et il y a le sujet de la méthode. Et donc ça, on va y venir dans un deuxième temps. Mais maintenant, je voudrais revenir dans le chat et voir déjà ce que ça évoque avec vous, ces histoires de réussite, d'enjeu, cette analogie avec le sport. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, analogie avec le sport, la douleur des courbatures, mais la satisfaction quand même. Ouais, ben oui. Oui, oui, on n'a rien sans rien. Alors, ça fait plus ou moins mal, hein, c'est plus ou moins douloureux, mais en tout cas, oui, il y a résolument cette dimension d'engagement. Les pieds ancrés au sol, dit quelqu'un d'autre. Oui, on va voir dans la troisième partie, on va voir le. Ouais, je retiens les 20% du discours aussi. Les pieds ancrés dans le sol, les 20% d'impact. Tout ça, c'est effectivement, ça nous amène à la dimension non verbale du récit, qui est très importante parce que c'est celle-là qui est d'abord impactante. Donc, ça fait partie des choses qu'on va voir. Une préparation physique dans le sport et préparer son discours. Oui, résolument. Je vais vous en parler dans un instant. C'est vraiment, là, on est pour l'instant sur toutes ces analogies avec le sport, la réussite, l'engagement, la motivation, l'enjeu. Tout ça, c'est vraiment des parallèles. Alors, certains d'entre vous ne sont pas sportifs. Et il y a des gens très bien qui ne sont pas sportifs. Et pour cela, je vais dire, vous pouvez faire des analogies avec d'autres situations dans lesquelles il y a cette dimension d'engagement. Par exemple, si vous jouez d'un instrument de musique, eh bien dans ce cas-là, très probablement que vous allez pouvoir, c'est ce que me disent hein, ceux que j'accompagne et qui sont des musiciens, il y a beaucoup de parallèles là aussi. Il y a la pratique, il y a l'entraînement, il y a la technique, il y a la motivation. Il y a aussi des enjeux de réussite parfois. Hein. Il y a des concerts qu'on peut moins louper que d'autres. Okay, donc il y a vraiment des moments où il y a cette dimension de performance qui revient sur le sujet. Alors le théâtre, oui, je prends le théâtre avec des réserves. Et ça va nous emmener au point suivant. Je prends le théâtre avec des réserves parce que au théâtre, dans la plupart des cas, on va interpréter le texte d'un autre. Alors que ici, on va interpréter sa propre partition, si je reviens sur l'analogie avec la musique, et on va interpréter son propre récit, son propre texte. Hein, et on va voir comment justement construire le message. Hein, j'ai vu passer aussi dans le chat, j'ai vu passer le mot message. On va voir comment c'est vraiment avoir son propre texte et jouer son propre texte. Donc, c'est pour ça que l'analogie avec le théâtre, je prends un peu seulement, mais vivre le moment à fond, oui, mais bien sûr, si vous n'êtes pas dedans, il ne se passera rien, vous n'embarquerez pas votre auditoire. Aujourd'hui, votre auditoire est saturé d'informations, de communication. Donc, si vous ne l'accrochez pas, si vous ne déployez pas toute votre énergie, je dirais, il y a vraiment une question d'énergie à propos tout à l'heure, il y avait des courbatures. Hein. Quelqu'un parlait des courbatures, je crois, ou des douleurs. Moi, j'interprète aussi par courbature. S'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas cette dimension d'engagement, ben, votre prise de parole, elle risque d'être plate, elle risque d'être atone, et on va voir la monotonie du corps, on va voir la monotonie de la voix. Alors, l'authenticité, oui, on va voir. Avoir de l'inspiration. Alors, inspiration, moi, je préfère parler d'expiration. Je vous propose de passer à la séquence suivante. La séquence suivante, elle va nous amener à autre chose qui est très important dans oui, je prends la place du corps, l'énergie. Ouais. Sur cette séquence que j'ouvre maintenant,
Ce qui est important ici, pour reboucler sur les coureurs de fond, ce qui est important, c'est l'entraînement et c'est de la méthode. Et j'insiste sur de la méthode. J'étais très intéressée par ce sondage que j'ai publié sur LinkedIn, vous l'avez vu peut-être passer il y a quelques semaines. J'ai demandé qu'est-ce que vous faites dans les situations de prise de parole à fort enjeu, hein, ces situations dans lesquelles vous n'avez pas le droit de vous planter. Et j'ai demandé si vous faites rien, si vous faites comme d'habitude, vous préparez comme d'habitude, ou si vous vous faites accompagner. Et je crois que le maximum de réponses, c'était je fais comme d'habitude, ce qui est à la fois normal et bon, peut-être un petit peu à interroger quand même. Et puis il y en a qui ont dit bah, je fais rien en fait. Une fois encore, je reboucle sur ce que je disais au début de ce live sur l'espèce de fatalité qu'il y a, sur le fait qu'il y ait des gens qui sont bons à l'oral. Et puis, bah, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une bonne fée qui s'est penchée sur mon cerveau, non, sur mon berceau. Et je n'ai pas eu de baguette magique, donc je ne suis pas bon en prise de parole. Donc, résolument, si vous êtes motivé, s'il y a un enjeu pour vous, s'il y a le sujet de la performance et de la réussite indispensable sur vos prises de parole, alors il faut vous entraîner. Et pour ça, j'insiste, il y a de la méthode. J'ai inventé une méthode que j'ai baptisée la méthode du losange. Et cette méthode, c'est exactement comme si, je vais prendre une autre analogie avec le tennis. Vous tapez la raquette à bout de bras, comme vous le faites habituellement, intuitivement. Et puis un jour, vous prenez un cours avec un prof de tennis. Mais finalement, cette dimension intuitive du frapper de la balle, finalement, ça se passait plutôt pas si mal que ça pour vous pour l'instant. Mais vous sentez que vos coups ne sont pas sécurisés, que la balle ne passe pas régulièrement par-dessus le filet, que vous n'envoyez pas toujours la balle là où vous voudriez l'envoyer. Vous vous dites, bah, tiens, avec le prof, qu'est-ce que le prof pourrait m'apporter? Et le prof, la première chose qu'il va faire, je remonte dans mes souvenirs du prof de tennis que j'ai eu il y a longtemps, eh bien, il va, par exemple, sur le coup droit, eh bien, il va décomposer avec vous les différentes étapes du geste du coup droit. Il va processer le coup droit. Pour ceux qui ont quelques références tennistiques, hein, c'est eh bien, je me mets perpendiculaire au filet, j'arme mon bras, je tape à hauteur de hanche, j'accompagne le geste. Okay. Et moi, j'ai fait la même chose avec la prise de parole. J'ai processé la construction du message. Et dans ce process, il y a deux clés véritablement importantes que je vous livre maintenant. Il y a une première clé qui est de construire le message autour d'un seul message principal. C'est-à-dire qu'il y a un seul message principal qui va servir comme d'un guideline, comme d'une colonne vertébrale sur tout l'ensemble du récit. Par opposition à ce qu'on fait habituellement, qui est le message en trois parties. Introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, grand 1, grand 2, grand 3. Alors pourquoi est-ce que le schéma en trois parties n'est plus efficace aujourd'hui? Parce que face à cet auditoire qui est saturé d'informations, comme je l'ai dit, qui est devenu impatient, impertinent et zappeur, eh bien, vos trois parties, la plupart du temps, elles ne sont pas écoutées jusqu'au bout. Et comme très souvent, le meilleur est à la fin, dans la conclusion, eh bien, vous perdez votre auditoire. Donc, la méthode du losange, elle a pour premier principe de base d'inverser la structure narrative, de commencer par le plus important et de dérouler autour d'un seul message principal qui va servir une fois encore de fil conducteur, de colonne vertébrale. Et puis l'autre clé de méthode qui est très importante, c'est ce qu'on appelle en linguistique la dimension pragmatique du langage. Alors comment j'en suis arrivée à proposer ça comme méthode, hein, comme process de construction du message? Eh bien, quand j'étais journaliste, comme je vous le disais, je fais référence à ce passé de journaliste en radio, je m'étais rendu compte que très souvent, donc, mes interlocuteurs répondaient de manière pas intéressante aux questions, leurs propos étaient confus et finalement ça devenait plus clair quand je leur posais une question, la question suivante, quand je leur disais mais concrètement, hein, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Et là, tout d'un coup, ça s'éclaircissait parce qu'ils devenaient très pragmatiques, très concrets. Ils utilisaient des verbes d'action conjugués à la première personne. Et ça, c'est la deuxième clé très importante de la méthode du losange.
le message principal unique, et puis le registre lexical pragmatique, explicite, factuel, avec du verbe d'action conjugué à la première personne. Et avec ces 2 clés de méthode, qui sont les 2 clés essentielles, hein, là-dessus se greffent d'autres voilà, d'autres considérations, une fois encore, hein, comme le prof de tennis, il va vous donner des fondamentaux, et puis après, avec ces fondamentaux, ben vous pourrez vous entraîner tout seul. Je voyais passer dans le chat, je m'entraîne tout seul, je refais le geste à vide. Eh bien oui, vous allez pouvoir vous entraîner tout seul, ou bien vous allez souhaiter, parce que l'enjeu, la performance est importante pour vous, eh bien on va pouvoir continuer de travailler ensemble. Et vous verrez que sur cette méthode de losange dont je vous donne ici vraiment les clés principales, il y a d'autres choses qui se greffent. Mais là, je vous ai vraiment donné les 2 clés principales de ce que contient la méthode du losange. Ça va nous emmener sur le 3e et dernier point de ce webinaire, qui est la dimension du non-verbal. Mais avant, je voudrais aussi revenir avec vous pour voir ce que ça suscite en vous, cette histoire de méthode. Le fait qu'il y ait une méthode avec des process d'application pour construire le message. Et si je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure à propos de la partition ou à propos du théâtre, hein, c'est de pouvoir écrire votre propre texte, d'avoir votre propre texte, parce que c'est celui-là c'est celui-là qui porte ce que vous êtes en quelque sorte, hein. Donc c'est celui-là que vous avez à apporter. Verbe d'action au présent. Alors, c'est une bonne question. Passé, présent, futur, futur progressif aussi. Vous pouvez utiliser tous les temps de conjugaison. Je vous donne un exemple. Nous avons observé dans le passé telle et telle chose. Nous sommes convenus qu'il fallait les changer. Nous avons commencé à réfléchir à ce que nous pourrions changer. Et nous sommes en train, forme progressive, et nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle proposition que nous allons nous faire, futur proche. Vous voyez que le verbe d'action, il n'y a pas qu'au présent qu'on peut le conjuguer, mais en revanche, ce qui est important, c'est que ça soit du verbe d'action, parce que c'est celui-là qui va donner la compréhension de votre sujet à tout votre auditoire. J'adore l'idée de méthode, mais je n'arrive pas à mettre dans ma situation les verbes d'action conjugués à la première personne pour toucher les... Je doute. Alors, oui, c'est normal que vous doutiez, parce que là, je ne fais que effleurer les principaux points. C'est comme si je vous disais, alors monsieur ou madame, je ne sais pas, c'est comme je vous disais, bah, écoutez, pour que votre coup droit au tennis il soit efficace, il faut armer le bras. D'accord? Alors vous allez vous dire, oui, ok, alors je vois bien, c'est une reco que le prof me fait, mais comment j'arme le bras? Ça, après, ce sont des territoires à explorer. Voilà, vous pouvez les explorer par vous-même en allant lire la documentation qui est sur mon site web. Et puis après, vous pouvez aussi choisir, parce que en termes d'enjeu, c'est important pour vous, de sauter le pas et de prendre un cours de tennis ou de prise de parole, comme vous voulez. Okay. Mais alors, première personne du pluriel, pour continuer de répondre au chat. Oui, pourquoi pas? La première personne du pluriel, elle est souvent d'ailleurs plus facile à utiliser, parce que souvent, on a une réserve culturelle à propos de l'utilisation du je. En fait, si je recommande d'utiliser la première personne, c'est essentiellement pour éviter les on. On, il faut qu'on, il n'y a qu'à pas, on doit. Donc, toutes ces formules extrêmement impersonnelles rendent le récit, la prise de parole, extrêmement flou, parce que le on ne dit pas qui fait quoi. Le on ne dit pas qui va travailler plus vite, qui doit charger le camion, qui doit décharger le camion, qui va conduire le camion, etc., etc. Donc le on et toutes les constructions impersonnelles mettent du flou sur le récit. Et quand le récit est flou, comme dirait Martine, il y a un loup. Et ça fait que le récit, il est filandreux, il n'est pas d'aplomb, et il ne va pas permettre d'installer justement la dimension non verbale du récit, l'impact non verbal qu'on va voir juste après. Donc, comme le jeu est résolument important, mais parfois compliqué culturellement, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de soi, alors attention, c'est pour ça que c'est important de bien considérer que c'est du jeu plus du verbe d'action. C'est pas je suis le meilleur, c'est voilà comment je fais. N'est-ce pas? Ça fait une grosse différence en termes d'ego.
Mais après, le nous qui embarque moi, mon équipe, mon entité, c'est nous sommes en train de réfléchir à ça. Ça, effectivement, c'est tout à fait possible. C'est bien meilleur que le on. Alors, voilà, et c'est tout aussi efficace dans la dimension non verbale. Alors, pourquoi le losange s'appelle le losange? Bonne question. Ok. Je vous ai parlé tout à l'heure du message conjugué en 3 points. Le thèse, antithèse, synthèse, grand A, grand B, grand C, petit a, petit b, petit c. Cette structure narrative-là, qui est la structure ancienne, on la représente habituellement par un entonnoir. L'entonnoir signifie qu'on va du plus convenu au plus spécifique, du moins intéressant, parce que plus large, plus grand angle, au plus intéressant, parce qu'une fois encore, plus spécifique, singulier. C'est je vous raconte tout ça pour en arriver là. Ça, c'est le modèle ancien. C'est le modèle où votre auditoire, il va vous suivre. Grand A, grand B, grand C. Votre auditoire est captif, il est tout oui, tant mieux pour vous. Aujourd'hui, on sait que l'auditoire, il est volatile. Hein, il va, il vient, il n'écoute plus. Okay. Donc ce modèle-là, le modèle cartésien en prise de parole en public, il ne marche plus. Donc moi, j'ai commencé par renverser l'entonnoir, j'en ai fait une pyramide qui suppose qu'on démarre par le plus important et qu'on aille ensuite en nourrissant le récit, en embarquant d'autres items. Puis après, je me suis dit, et ça ne va pas parce que là, ça supposerait que ça part n'importe où. Donc, j'ai tout simplement refermé la pyramide et j'en ai fait un losange. Alors, avec mes bras, je n'arrive pas à dessiner le losange, mais vous l'avez sur le slide. Voilà pourquoi le losange s'appelle la méthode du losange. Allez, une petite dernière avant d'attaquer. La dernière chose, un discours clair et précis avec un message principal pour retenir l'attention et se faire comprendre. Oui, bah, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Alors, on va attaquer la dernière partie qui va nous emmener justement sur la dimension d'expression non verbale. Et ce qui est important pour moi, c'est de vous dire que puisqu'on est ici pour de la performance, quelle qu'elle soit, vous vous souvenez, ce qui est important pour moi, c'est de vous aider à considérer, j'essaie de descendre dans mes slides, de vous aider à considérer que la performance, elle est mesurable. Et c'est là où on attaque la dimension non verbale du message. La performance, elle est mesurable. Alors, bien sûr que vous pouvez la mesurer si vous remportez le job à l'issue de l'entretien d'embauche, si vous remportez l'appel d'offres à l'issue de votre soutenance d'appel d'offres. Ça, c'est la réussite. Mais avant d'en arriver à la réussite, on peut voir les différentes étapes et comment on peut mesurer ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne moins bien et ce que vous pouvez améliorer. Je reprends ma métaphore tennistique. Le prof de tennis, qu'est-ce qu'il fait? Il vous apprend à taper le coup droit. Ensuite, il vous fait taper le coup droit. Et puis, aujourd'hui, il va brancher la caméra, il va vous enregistrer, il va vous filmer et vous allez vous voir en train de taper le coup droit et vous allez pouvoir voir que peut-être que vous pourriez armer davantage, que vous pourriez vous positionner mieux par rapport à la balle, par rapport au filet, etc., etc. Donc, vous allez avoir des critères de mesure de la manière dont vous tapez votre coup droit, ce qui expliquera que vous ayez gagné le match ou pas gagné le match. On va faire la même chose en prise de parole. On peut mesurer la performance et on peut notamment mesurer la performance sur ses impacts non verbaux. Donc le champ du non-verbal, il recouvre deux dimensions, la dimension visuelle et la dimension vocale. La dimension visuelle, c'est tout ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Autrement dit, la posture, j'ai parlé d'engagement tout à l'heure, hein, okay, est-ce que la personne qui vous parle, elle vous apparaît engagée dans son récit? Est-ce qu'il se tient? Est-ce que le corps est stable? La stabilité du corps est un critère de performance mesurable. Observez-le chez les autres. Observez-le chez vous si vous enregistrez et vous regardez ensuite la vidéo. Observez si votre corps est stable ou bien si ça se dandine, ce qu'on appelle le pas de l'ours, auquel cas vous laissez passer une forme d'incertitude, comme ça, qu'on va peut-être retrouver dans le ton de la voix aussi. Je vais y venir. Okay. Donc, quand le message est bien clair, quand la construction du message est bien d'aplomb,
autour d'un seul message principal, eh bien, le corps va de même se stabiliser. Un corps stable ne veut pas dire un corps figé. Donc, la gestuelle va naturellement s'ouvrir, être ouverte et soutenir naturellement le propos. Il n'est pas question de plaquer des gestes tout faits. Il s'agit de laisser le corps exprimer ce qu'il a à exprimer parce que dans votre tête, votre propos est absolument clair. Donc, la posture stable, la gestuelle ouverte, le regard. Alors, c'est très difficile en visio, même si j'essaye beaucoup de regarder la caméra, mais en tout cas, en présentiel, il faut que le regard soit stable. Il faut que vous regardiez votre auditoire. Si vous regardez vos pieds, si vous regardez dans le plafond, vous donnez le sentiment de ne pas savoir. La cruauté du sujet en prise de parole, c'est que la plupart du temps, vous savez, mais vous ne savez pas comment dire. Mais nous, on croit que comme vous avez l'air incertain, ben on croit que vous ne savez pas tout court. Vous me suivez, hein, la jonction entre je sais, mais je ne sais pas dire, donc j'ai l'air de ne pas savoir. Et on croit que je ne sais pas, alors que je sais, mais je ne sais pas comment dire. Et nous, ensemble, on travaille le comment dire, ce que j'aime bien aussi appeler le savoir dire. Je vous aide sur votre savoir-dire pour que vous obteniez la performance que vous avez besoin d'obtenir. Donc, on a dit qu'est-ce que c'est le nom là? Le savoir-être en entretien. Alors, moi, je préfère parler du savoir-dire. Je vous laisserai encore un temps d'échange, donc on reviendra sur cette question du savoir-être et du savoir-dire, si vous voulez, et du savoir-faire. Okay, donc, la dimension visuelle, la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques, hein, ce qui apparaît sur le visage. Ça, ce sont les 4 critères mesurables de performance que vous pouvez observer chez les autres et que vous pouvez observer sur vous-même si vous vous regardez en vidéo et que vous pouvez améliorer pour gagner en impact. Le visuel compte pour 55% d'impact d'un message. C'est un mécanisme cognitif. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. L'être humain comprend le monde d'abord avec ses yeux. Donc, si votre corps oscille et qu'il a l'air incertain, en face de vous, on croira que vous ne savez pas. 55% d'impact passe par le visuel, donc il faut stabiliser le corps, avoir une gestuelle ouverte. Alors, autre chose de mesurable, dans le chat, la teinte rouge que mon visage atteint à chaque prise de parole, comment y remédier? Je note, je vais vous y répondre, mais je continue sur le visuel. Je continue, sur le vocal. 55% d'impact pour le visuel, ok. 38% d'impact pour le vocal. Le vocal, c'est quoi? C'est le débit, les intonations, la prononciation. C'est très important que tout ça soit au bon, oui, le bon rythme, dit quelqu'un aussi, au bon rythme. C'est-à-dire que il faut que tout ça soit OK pour l'auditoire. Il faut que l'auditoire ait le temps de vous suivre, donc ne pas parler trop vite. Il faut que l'auditoire attrape avec ses oreilles des inflexions, du relief. Parce que si c'est monotone et que vous parlez comme ça tout le temps, eh bien, vous allez perdre tout le monde parce que ça sera monotone. Okay, et puis, en distanciel en particulier, mais aussi en présentiel, attention à la prononciation. Okay, ce sont les 3 critères vocaux les plus importants. 38% d'impact vocal plus 55% d'impact visuel, ça fait 93% d'impact qui passe par le non-verbal. Mais c'est le verbal, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dans la tête qui guide mon corps. C'est ce que j'ai dans la tête qui va faire que mon corps va être sûr de lui, parce que dans ma tête, je suis sûr de moi. C'est parce que je suis dans cette dimension très verbe d'action factuelle que mon corps naturellement va mimer le récit. Tout à l'heure, je vous ai fait le coup de la raquette de tennis. Bon, alors évidemment, j'ai l'habitude de le faire, donc vous me direz, bah oui, elle a l'habitude, donc elle le fait. Mais quand je parle du tennis et du coup droit, naturellement, mon corps va mimer le coup droit, parce que dans ma tête, c'est très, très clair. Donc en fait, la méthode du losange, elle a pour objectif de vous faire gagner en clarté sur la construction du message pour que vous puissiez mesurer et que vous soyez sur une marge de progression, évidemment, hein, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et que vous puissiez en permanence monter en gamme. Alors, même si vous voyez sur le dessin, parfois ça fonctionne moins bien. Ben oui, ben c'est comme un sport.
Parfois, on n'est pas exponentiellement en courbe de progression continue. Okay, mais n'empêche, vous avez là des outils pour quoi faire? Pour réussir, performer vos prises de parole. C'est vraiment ça, pour moi, le plus important, c'est que vous soyez, que votre prise de parole, elle soit à la hauteur de votre expertise. Et très souvent, il y a ce décalage et c'est pénalisant pour soi, pour ses équipes, pour tous les gens qu'on a derrière nous, hein, pour toute l'entité qu'on embarque avec soi quand on est sur une prise de parole. Donc, alors, vos messages dans le chat et vos questions. Alors, la voix qui tremble. Alors, tout à l'heure, on avait « je deviens rouge ». Ok. On a la voix qui tremble, la respiration, parle trop vite. Ok. Alors, tous ces mécanismes, je deviens rouge ou je deviens blanc, je sue, la voix qui tremble, les mains qui suent, tous ces phénomènes-là, en fait, ils sont liés au stress qui est lié à la prise de parole. Okay. Et pourquoi est-ce que vous êtes stressé en prise de parole? Alors, il y a probablement plein de raisons, c'est multifactoriel. Les psys seraient ravis de se pencher sur votre cas. Mais moi, je ne suis pas psy. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes stressé en prise de parole parce que vous ne savez pas comment faire. D'accord? Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment construire le récit. Vous le construisez dans le meilleur des cas en mode thèse, antithèse, synthèse. Ça ne marche pas, ça ne marche plus avec l'auditoire d'aujourd'hui. Donc, c'est parce que vous ne savez pas faire que vous êtes incertain et cette incertitude, elle vous met du stress. Et le stress, il se manifeste, alors selon les personnes, par la couleur rouge, par la couleur blanche, par la sueur qui dégouline, du coup les lunettes qui glissent et sur le nez qu'on remonte sans cesse, par la voix qui tremble. Et en fait, dès que vous êtes au clair avec votre intention de dire, dès que vous gagnez en confiance, parce que vous êtes confiant sur votre savoir-dire, on n'est pas dans du savoir-être. Là, le savoir-être en entretien, je réponds en retard à une question du chat qui était posée. Le savoir-être en entretien, c'est un autre sujet. Mais ce qui vous manque souvent, c'est le savoir-dire. Et plus vous allez consolider votre savoir-dire, et plus vous allez gagner en confiance, et plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez gagner en impact. Vous vous souvenez, au début de ce live, qui s'achève quasiment, je vous disais, ce qui compte pour moi, c'est pas tellement que vous soyez plus à l'aise, moins stressé, moins rouge ou moins tremblotant, c'est votre objectif de résultat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler les deux en même temps. Plus vous allez être mobilisé sur comment j'obtiens mon résultat à l'arrivée, comment je réussis mon entretien d'embauche, hein, pour prendre cet exemple, eh bien, plus vous allez consolider votre récit et plus vous allez voir que tous les symptômes du stress vont disparaître. C'est comme ça qu'on gère la maîtrise de la prise de parole. C'est en consolidant ce qu'on a dans la tête qui impacte le corps. C'est holistique, hein, ou systémique si vous préférez. Enfin, ça dépend à quelle culture vous vous attachez. Il y en a qui préfèrent systémique parce que c'est plus costaud. Et il y en a qui préfèrent holistique parce que c'est plus cette dimension humaine. Mais on est vraiment là-dedans. C'est ce que j'ai dans la tête qui se voit sur mon corps. La tenue vestimentaire, bah oui, évidemment. Est-ce qu'elle est essentielle? Le code tailleur-chemise pour les femmes, waouh! Il faut que ce que vous donnez à voir soit raccord avec votre intention de message. Okay. Donc, si dans votre écosystème, c'est forcément tailleur-chemise, parce que c'est comme ça que ça parle encore dans votre écosystème, ben, je ne vais pas vous dire d'arriver en jean, quoi. Okay. En revanche, les codes commencent à certains endroits à être bougés. Mais en tout cas, pour répondre plus largement à votre question, elle embarque effectivement tout ce qui est l'impact visuel du récit. Et l'impact visuel, il passe aussi par la manière dont vous allez être habillé, coiffé, en visioconférence, ce qu'on a derrière soi, le fond, etc. Tout ça, c'est vraiment la dimension visuelle de l'impact. On est quasiment arrivé à la fin de ce live. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui est le plus important ici, c'est vraiment cette dimension de performance. Est-ce que vous êtes motivé?
Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous embarquer dans l'acquisition de la technique, de la méthode, par les moyens que vous voulez, hein, avec moi ou avec d'autres? Ça, c'est vraiment, ça vous appartient évidemment. Mais en tout cas, en quoi c'est important pour vous? Et je vais vous laisser avec ce dernier slide parce que, enfin, avec le slide qui est le slide du début. Donc, c'était celui-là. Quelle est votre prochaine prise de parole que vous ne pouvez pas rater? Parce que vous devez être aussi expert, apparaître aussi expert que vous l'êtes fondamentalement dans votre métier, dans votre savoir, dans vos compétences. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette dimension de performance. Merci de m'avoir écouté. Je serais ravie de poursuivre avec ceux qui le souhaitent. Je vous souhaite bon vent et puis peut-être à une autre fois pour la suite de nos réflexions, de nos échanges sur le sujet de la prise de parole en public. Ciao, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous.